Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Caravel, le partenaire retraite des solopreneurs. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Et Time, le compte pro des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Aujourd'hui, on parle d'un sujet clé pour les entrepreneurs modernes. Faut-il créer une start-up ou créer un solo business? Financement, croissance, flexibilité, on va faire le match dans cet épisode entre ces deux types de business et d'entrepreneuriat pour regarder ce qui serait le mieux pour toi. Tu as sans doute une idée de business à lancer qui te trotte dans la tête, mais tu sais pas vraiment quel est le meilleur format pour entreprendre, en tout cas le format qui marcherait le mieux pour toi. Avant de plonger dans le vif du sujet, on se rappelle bien la définition des deux. Donc une start-up, c'est généralement une entreprise innovante qui est faite pour croître très rapidement, qui est souvent financée par des investisseurs externes parce qu'il y a des besoins de recherche et développement au début qui font qu'elle ne trouve pas tout de suite son marché dès le démarrage. Un solo business, c'est une entreprise gérée par une seule personne qui peut éventuellement collaborer avec des freelances ou des partenaires, mais sans employé permanent. Et un solo business, c'est généralement autofinancé ou bootstrappé, c'est-à-dire qu'il gagne de l'argent au démarrage. Alors start-up, solo business, quel est le meilleur modèle? On va regarder ça point par point. Premier point, le financement. Start-up, besoin de fonds importants, de levée de fonds auprès d'investisseurs parce qu'on ne génère pas de revenus tout de suite. Alors que là, le solo business, ça peut être lancé avec peu de capital, c'est souvent autofinancé et bootstrappé comme je te l'expliquais. Donc pour le financement, je dirais plutôt un point pour le solo business. Sur le sujet de la croissance, qu'est-ce qui est le mieux? Forcément, une start-up, ça vise une croissance rapide, mais surtout exponentielle. Donc c'est un business model hyper scalable. Alors que le solo business, ça vise plutôt une croissance modérée, voire même contrôlée. Alors certes scalable mais moins exponentielle que la start-up et surtout plus organique, c'est-à-dire générée un peu avec les moyens du bord. Sur le sujet de l'équipe, la start-up, ça implique la constitution d'une équipe dès le début. C'est à ça que vont servir le financement, c'est à payer les premiers salaires ou les premiers prestataires qui vont développer tout un tas de choses, notamment le produit, qui est souvent un produit technologique et qui prend beaucoup de ressources. Alors que le solopreneur, là, permet de travailler seul ou avec des collaborateurs ponctuels. Enfin, sur le contrôle, si tu es en start-up en tant que fondateur, tu vas partager le contrôle avec tes investisseurs, ce qui veut dire une dilution de ton capital à chaque levée de fonds, alors que si tu es solopreneur, tu gardes un contrôle total sur ton entreprise. Sur la gestion du risque, si on compare start-up et soloprenariat, clairement la start-up, le risque est élevé mais les gains sont beaucoup plus importants, surtout en termes d'exit. Par contre, au début, en tant que founder, tu risques beaucoup de t'appauvrir parce qu'il y a peu de founders qui arrivent à se payer un salaire décent pendant les 2-3 premières années de leur start-up. Là où en solo business, effectivement, le risque est plus faible, mais les gains potentiels sont aussi plus limités. Donc moi, je dirais qu'il y a un meilleur salaire mais potentiellement moins d'equity avec la piste solo business. Enfin, pour la flexibilité, la startup, c'est quand même moins flexible parce que tu as des investisseurs qui sont impliqués, tu as une équipe à manager, là où en tant que solo business, tu fais un peu ce que tu veux parce que tu es seul maître à bord et surtout, tu as des prestataires externes mais pas d'équipe à coacher. Enfin, en termes d'exit, on en a parlé dans un épisode précédent. Si tu as une startup, tu vas viser un rachat, un exit et donc potentiellement le gain sera supérieur, même si en réalité, beaucoup de startups échouent avant d'arriver à cet exit. Alors que finalement, en tant que solopreneur, effectivement, tu construis déjà ton business pour être un business long terme dans lequel tu as envie de rester et qui te rend pas malheureux. Et potentiellement, comme on l'a vu à l'épisode précédent, tu peux quand même essayer de te faire un exit ou te faire racheter ton solo business. Bon, en tout cas, pour mon expérience perso, moi j'ai commencé en essayant de créer une start-up et finalement j'ai basculé vers le solo business. Donc tu peux aussi basculer d'un modèle à l'autre. Moi, ce que j'avais pas aimé dans le côté start-up, c'est que j'avais pas trouvé d'associé et tout le monde m'avait déconseillé de créer une start-up toute seule. Donc ça m'avait un peu limité. Ensuite, j'ai voulu équilibrer ma charge de travail avec l'arrivée de mes 2 bébés. Donc pareil, dans le modèle start-up, je me retrouvais pas trop dans mon lifestyle. Donc ça m'a aussi encouragée à partir du côté du solo business. J'avais pas envie non plus de manager des gens toute la journée. Donc pour moi, construire une équipe, la faire grandir, recruter, manager, ça c'était ma vie d'avant. J'avais pas envie de faire ça en solo business. Et enfin, je me suis rendu compte finalement que je pouvais gagner beaucoup plus en solo qu'en créant une start-up. Donc ça a été ma motivation finale. Alors, je sais ce que tu vas me dire aussi. Quand on crée une start-up, on va avoir plus d'impact sur le monde que quand on crée un solo business.
Détrompe-toi, en fait, ça dépend. Parce qu'il y a certains solo business qui arrivent à avoir un impact énorme sur le monde. Pense à des créateurs de contenu qui peuvent toucher des millions de personnes et influencer le monde à travers leurs idées. Donc voilà, ça c'est un mode de pensée, je pense, un peu archaïque par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en solo business. Allez, ton défi aujourd'hui, ça va être de faire 2 listes. Dans la première, tu vas noter tes principales motivations pour entreprendre. Dans la seconde, tu vas noter tes principales craintes ou tes principales réticences. Et ensuite, en regardant ces listes, tu vas regarder quelle forme d'entrepreneuriat serait la plus adaptée à tes motivations et à éviter les risques que tu redoutes. Est-ce que c'est la start-up? Est-ce que c'est le solo business? Je te laisse réfléchir et je te propose qu'on se retrouve dans l'épisode suivant pour regarder quels assets, quels actifs construire pour être un solopreneur à succès. C'est parti. Alors si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le soloprenariat. Aujourd'hui, on va regarder comment créer de la valeur à long terme en créant 8 actifs clés pour ton solo business. C'est ce que j'appelle les assets. Et ça, c'est des éléments qui font faire gagner de la valeur à ton solo business au fur et à mesure du temps et qui vont t'aider à facturer plus cher, à gagner plus d'argent et à développer la scalabilité de ton modèle. Donc dans cet épisode, on va se focaliser sur un point important de ma méthodologie pour les solopreneurs, c'est faire un focus sur la construction du capital plutôt que sur le travail. Le travail, c'est quand tu fais des missions clients en freelance, par exemple. À chaque fois que ta mission se termine, tu dois tout recommencer avec le client d'après. Le capital, c'est construire des assets, des actifs qui, au fur et à mesure du temps, vont prendre de la valeur et vont t'aider à gagner encore plus en tant que solopreneur. Alors, quels sont les 8 assets que je te conseille de construire? Premier asset, c'est une méthode signature. Ça, j'y tiens énormément. C'est ton expertise est suffisamment pointue pour se démarquer sur le marché, qui reflète cette expertise et qui soit ta propriété intellectuelle. Comme ça, on te choisira toi et pas un autre pour ta méthode signature. Par exemple, pour moi, ma méthode signature, c'est les 4 piliers de la scalabilité. C'est une méthode qui permet de faire scaler n'importe quel business model de solopreneur et que j'ai mis 3 ans à développer, mais qui aujourd'hui a fait ses preuves. Et donc, on va venir acheter la méthode plutôt que Flavie quand on va rejoindre l'incubateur solopreneur. Deuxième asset, c'est un média. Tu te doutes qu'en tant que podcasteuse, j'allais te parler de la création de médias. Moi, j'ai créé par exemple le board et c'est mon actif le plus précieux de mon entreprise aujourd'hui. Parce qu'un média, ça fait monter ton expertise perçue, donc ça fait monter la valeur et les prix de toutes tes offres. Ça te permet de rester top of mind de tes clients. Ça te permet aussi de t'apporter des clients sur un plateau et ça peut même te rapporter de l'argent si par exemple tu monétises avec des sponsors ou avec des ventes de produits. Troisième actif à construire, la communauté. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ta newsletter, sur ton podcast ou une communauté en vrai, par exemple si tu organises des apéros ou des after-work dans ta ville, avoir une audience fidèle, c'est un asset incroyable pour une entreprise parce que c'est ton futur réservoir de clients, ton futur vivier de clients. Donc tu les as sous la main, tu peux leur proposer tes offres, tu peux créer un lien particulier avec eux pour les garder aussi en tant que clients fidèles. Donc ça, c'est super important. Et finalement, aujourd'hui, le plus dur, c'est pas de créer un produit, c'est de construire une communauté de clients potentiels pour ton produit. Donc une fois que tu as la communauté, tu vas pouvoir réfléchir à créer le bon produit pour elle. Et c'est ça qui va te permettre derrière de gagner plus en tant que solopreneur. Donc avec ta communauté, tu as l'asset le plus important du monde. Tu te crées un marché pour tes futurs produits. Cinquième actif à construire, une marque forte. On en a parlé. Ça, c'est la perception que les gens ont de tes produits et de tes services. Forcément, s'ils ont la perception d'une grosse expertise, ils vont payer plus cher tes services. C'est ce qui permet aussi, bien sûr, de te différencier de tes concurrents. Et donc, si tu cherches à construire un solo business qui a une valeur long terme, je te préconise d'investir pas mal sur ta marque et au lieu de t'appeler nom-prénom, comme par exemple moi j'aurais pu développer mes services sous le nom Flavie Prévost, construire plutôt une marque à part que tu vas pouvoir construire comme une vraie marque d'entreprise, comme par exemple le board. Sixième asset, des systèmes et des procédures. Ça, j'avoue, c'est pas glamour, mais c'est hyper important parce que des systèmes bien huilés vont te permettre d'être plus performant dans les opérations, dans les process quotidiens et donc de gagner du temps et donc de gagner des points de rentabilité et d'éviter de te répéter, mais aussi de pouvoir déléguer à d'autres gens, etc. Donc c'est très précieux pour le côté back-office de ton business. Septième asset, la propriété intellectuelle. On en a parlé un petit peu avec la méthode signature. Ça peut inclure des méthodes signature que tu as développées, ta marque, des créations originales, un vocabulaire spécifique, des concepts que tu as créés, un livre que tu as écrit, même des marques déposées pour différentes classes de produits. Ça, c'est ce qui va rendre ton offre unique et surtout difficile à copier parce qu'elle sera protégée par la propriété intellectuelle.
Et le 8e actif à développer, c'est le produit scalable. On en a largement parlé dans les autres épisodes, donc construire un bon produit qui génère des revenus récurrents, ça c'est hyper important pour toi aussi. Bon alors tu me diras, ça fait peut-être beaucoup d'assets et d'actifs à construire, tout ça, surtout en un été, Flavie. Eh bien la bonne nouvelle c'est que tu n'as pas besoin de construire tout d'un coup. Tu peux te lancer et faire comme moi, construire tes actifs petit à petit. Déjà, certains assets sont plus importants que d'autres. Par exemple, je dirais qu'avoir un média ou une communauté, c'est peut-être plus important que d'avoir une méthode signature au début. Ensuite, tu verras que certains vont se renforcer mutuellement. Un peu comme selon ma stratégie des 4 piliers. Parce que moi, j'aurais pu mettre énormément d'efforts à créer une communauté sans médias, mais grâce aux médias, à la parution d'épisodes toutes les semaines, ça a été très facile de réunir une communauté autour de moi, des freelances et de solopreneurs qui écoutent le board. Donc, tu as un effet d'échelle avec la construction de plusieurs assets en même temps. Et enfin, n'oublie pas que même si tu les développes pas tous, le fait d'y penser, le fait de te dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai développé suffisamment mon capital au lieu de faire juste que du travail, va te permettre de prendre des stratégies plus judicieuses pour ton solo business de façon durable et donc d'être plus rentable à terme et surtout d'avoir un business model plus durable. Mon dernier conseil, c'est un peu ma façon de travailler, c'est les assets, ça se construit par petits bouts. Tu n'auras jamais une semaine devant toi pour écrire un livre, donc il faut écrire chapitre après chapitre. Chaque petit pas compte, par exemple, écrire un premier article, commencer à créer une petite mini-communauté avant de la faire grandir. Voilà, donc commence petit et tu verras que tes assets vont se construire au fur et à mesure. Allez, ton défi aujourd'hui, ça va être de faire un audit rapide de tes 8 actifs. Note où tu te situes pour chacun d'eux sur une échelle de 1 à 10 et ensuite tu vas choisir un asset que tu veux développer en priorité et réfléchir à une action concrète que tu pourrais faire là dès maintenant pour le développer. Alors puisque tu as plein de choses à développer, ça tombe bien, je vais te donner une de mes techniques pour arriver à faire plein de choses sans finir en burn-out, c'est la technique du solopreneur minimaliste et ça se passe dans l'épisode suivant. Alors si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le soloprenariat. Alors, peut-être que parfois tu te sens bloqué ou tétanisé par l'immensité des tâches que tu as à faire en tant que solopreneur, parce qu'en tant que solopreneur, on doit tout gérer tout seul. Tu as peut-être l'impression parfois de courir après le temps sans avancer, ou peut-être que tu rêves aussi de plus de liberté et de moins de stress dans ton business. Tu te sens peut-être parfois un peu prisonnier de tout ce que tu as construit comme process autour de toi. Ça tombe bien, aujourd'hui, je voudrais te donner une technique pour travailler moins mais mieux. C'est ma technique du less is more. La technique du solopreneur minimaliste pour créer un solo business qui fonctionne mais qui ne te mette pas en burn-out. Donc on va regarder ensemble mes techniques pour y arriver. Objectif, kiffer ton solo business et ne pas finir en surmenage. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'entends déjà par solopreneur minimaliste ? Pour moi, être un solopreneur minimaliste, c'est l'art d'être rentable, d'être efficace en enlevant tout ce qui est superflu, en enlevant le gras en fait, en essayant d'être plus lean, L-E-A-N. Mes 5 principes pour travailler moins mais mieux sont les suivants. Le premier, concentre-toi sur ta niche fertile. Arrête de vouloir être partout, de vouloir tout faire, de vouloir lancer tous les produits du monde. Là, l'intérêt, c'est de se concentrer sur ce que tu sais faire de mieux et ce qui est le plus flagrant pour tes clients et là où ils ont le plus besoin de toi en fait. Au lieu d'avoir 10 offres ou 10 produits différents, choisis les 2 ou 3 où tu excelles vraiment par rapport à ton marché et essaye de devenir encore meilleur dans ce domaine, dans cette prestation de service. Le moment où tu vas commencer à te concentrer, ça va vraiment être le moment où tu vas voir une vraie accélération dans ton business et aussi moins de fatigue et moins d'éparpillement. Conseil numéro 2, simplifie ton offre, on vient de le voir. Moins de produits, moins de services, mais mieux conçus et surtout plus rentables. Par exemple, au lieu d'avoir 20 produits différents, concentre-toi sur 3 produits phares que tu peux vraiment perfectionner et vendre à plus grande échelle. Moi, par exemple, j'ai l'incubateur solopreneur avec 3 formules. De 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est salarié diversifié. De 10 000 à 100 000, c'est pour les freelances. Et au-delà de 100 000, pour les solopreneurs, c'est le bootcamp. Donc tu vois, j'ai vraiment simplifié et réduit pour que ça soit aussi plus clair pour tes clients. Et ça me simplifie la vie énormément depuis que j'ai fait ça. Troisième conseil, The One Thing, avec mon super accent. C'est un livre que j'ai lu à mes débuts en tant que solopreneur et qui m'a énormément aidé. Donc chaque jour, demande-toi la chose essentielle à faire pour te rapprocher de tes objectifs. C'est souvent quelque chose qui fait peur, comme par exemple appeler un prospect ou prospecter ou organiser un webinar ou écrire un livre.
Mais si tous les jours tu fais cette petite chose qui fait peur, tu vas vraiment énormément te rapprocher de tes objectifs et tout ce que tu feras en plus dans ta journée sera du bonus en fait. Et donc tu vas éviter le surmenage en commençant par viser tout de suite le plus efficace et à laisser le reste de ta to-do à si tu es encore motivé ou si tu as encore de l'énergie dans la journée. 4e conseil, crée-toi un système. Ça, c'est très important. Ça prend un peu de temps au début, mais c'est réfléchir à comment tu travailles. Est-ce que tu travailles efficacement? Par exemple, moi, j'ai souvent besoin de dessiner sur une feuille de papier mes process, par exemple de création de contenu ou de création de podcast, pour voir où ça merde, où je fais des trucs qui servent à rien, où je peux un petit peu mettre de l'intelligence artificielle ou simplifier, automatiser. Donc, tu perds un petit peu de temps au début, mais après, tu te crées un système qui va rendre ton travail beaucoup plus efficace et t'éviter le surmenage. 5e idée, c'est automatiser bien sûr et déléguer. Maintenant que tu as cartographié ton système, c'est beaucoup plus simple de voir où est-ce que tu peux te faire aider pour pas faire des tâches répétitives. Ça, c'est le gros piège du solopreneur qui veut faire tout seul. C'est au bout d'un moment, tu travailles tellement que tu as l'impression d'être un super héros et ça te maintient comme ça dans un état d'esprit où genre tu es fier de toi, de tout le travail accompli. Mais tu n'as pas besoin de souffrir autant, tu n'as pas besoin de travailler autant pour arriver parfois au même résultat. Et parfois, ça va plus vite et c'est plus efficace et c'est même du meilleur travail quand c'est fait par quelqu'un d'autre que toi qui va aller plus vite, qui sera plus expert du sujet que quand toi, tu t'acharnes. Alors, je me doute d'une objection que tu pourrais avoir. Est-ce que être minimaliste, ça ne va pas limiter ta croissance en tant que solopreneur? Alors, rassure-toi, pour moi, c'est le contraire. C'est que tant que tu n'es pas minimaliste, tant que tu veux tout faire tout seul et en faire toujours plus, tu vas limiter forcément ta capacité parce que tu seras au taquet de ta capacité. Et si tu finis en burn-out en plus dans 6 mois, là, tu vas carrément avoir les batteries à plat et tu pourras plus du tout avancer. L'important en solopreneur, c'est pas d'aller vite, c'est de durer longtemps et de viser la croissance durable et long terme. C'est comme ça que tu vas dépasser tes concurrents et c'est comme ça que tu vas générer un max de chiffre d'affaires au fur et à mesure des années. Donc voilà, pour moi, être minimaliste, ça veut juste dire concentrer ses actions pour avoir un maximum d'impact. Comme disait Graham Bell, concentrez toutes vos pensées sur le travail à accomplir. Les rayons du soleil ne brûlent pas jusqu'à ce qu'ils soient concentrés. Donc c'est un peu la même idée avec ton énergie de solopreneur, il faut la mettre concentrée au bon endroit. En te concentrant aussi sur ce que tu peux faire de mieux, tu vas augmenter tes prix. Tu vas mieux travailler, tu vas être plus désirable et donc tu vas augmenter ta rentabilité et ta valeur. Regarde-moi avec le bootcamp solopreneur, je prends que 36 élèves par an, 3 promos de 12 et j'ai un excellent service, un excellent produit. J'ai augmenté les prix au lieu d'augmenter ma jauge, donc je travaille moins mais mieux. Et enfin, en simplifiant, bien sûr, en arrêtant de courir comme un poulet sans tête, d'avoir des activités dans tous les sens, tu vas retrouver ta lucidité et donc tu vas être plus stratège dans ton solo business et tu vas avoir des nouvelles idées, plus de créativité et boum, il y a des choses qui vont se déclencher, qui vont te permettre de créer des meilleurs produits pour la suite. Évidemment, être minimaliste, ça t'aide à être moins stressé et à avoir une meilleure vie parce que ça serait quand même bête d'avoir un solo business hyper performant et d'avoir une vie dégueulasse à côté. Alors, aujourd'hui, ton défi, c'est de faire un audit de ton solo business. Identifier 3 choses que tu pourrais supprimer, éliminer ou simplifier. Ça peut être un produit qui se vend pas bien, une tâche chronophage que tu pourrais automatiser ou un client qui te prend la tête et dont tu pourrais te séparer. Partage ton plan d'action avec moi sur les réseaux sociaux, #SolopreneurSummer ou sur la communauté et je te propose qu'on passe à l'épisode suivant. On va regarder quelles sont les meilleures formations pour se former en tant que solopreneur. Alors si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le solopreneuriat. Tu veux devenir un solopreneur à succès et écouter des podcasts, regarder des vidéos, ça ne te suffit pas. Tu as peut-être envie de te former. Tu te demandes peut-être quelles sont les meilleures formations pour solopreneurs, comment propulser encore à un next level ton solo business. On va en parler dans cet épisode. Alors quand on cherche une formation en tant que solopreneur, c'est pas facile parce qu'on a peur d'un côté de tomber dans les vendeurs de rêves qui vont nous vendre des formations qui nous promettent monts et merveilles mais qui sont pas si bien que ça. Il y a aussi une multitude de formations disponibles, des formations sur les expertises, des formations techniques, des formations sur les outils. Je vais t'aider à choisir le type de formation qui propulsera le mieux ton solo business. Avant qu'on commence, je me doute que ça compte pour toi parce que tu écoutes le Solopreneur Summer ou tu regardes ces vidéos, mais rappelons-nous que se former en tant que solopreneur, c'est clé.
Tu es ton principal asset, ton principal actif. Donc si tu n'investis pas en toi pour devenir meilleur, développer tes compétences, eh bien tu vas pas créer un business qui a beaucoup de valeur. Donc ne lésine pas sur ce que tu mets comme moyen pour te former en tant que solopreneur. La moyenne des entreprises, je crois que c'est entre 4 et 5% de leur chiffre d'affaires qu'elles consacrent à la formation de leurs collaborateurs. Donc tu vois, en tant que solopreneur, toi tu es à la fois manager, collaborateur, chef, etc. Donc je pense que tu peux bien consacrer 5, 10%, 15% par an de ton chiffre d'affaires à ta propre formation. Alors, les différentes façons dont tu peux te former en tant que solopreneur. Tu as le contenu gratuit. Donc ça, c'est pas mal pour avoir, je pense, une routine d'entretien. C'est les livres, les podcasts dont on a parlé aux épisodes précédents. Mais attention, il y a un piège avec le contenu gratuit. C'est que comme c'est gratuit, ça n'a pas de valeur à tes yeux, donc ça ne va pas te forcer à mettre en application les conseils qui sont donnés. Moi, généralement, pour me mettre en action, j'ai besoin de payer et de me dire « Allez, faut que je me motive parce que j'ai payé, donc je me lance. » Donc voilà, c'est mon mode de fonctionnement personnel, mais j'ai remarqué que ça m'aidait à m'engager dans une certaine direction. Deuxième idée pour te former, les communautés en ligne ou les clubs d'affaires. Alors ça, moi j'adore parce que c'est à la fois du networking, du retour d'expérience. Après, l'inconvénient, c'est que c'est assez self-service. Personne ne va te forcer à venir aux apéros ou à assister au live, par exemple, de l'incubateur solopreneur. Donc si tu n'es pas quelqu'un de discipliné, tu risques d'abandonner en cours de route. Ensuite, tu as des formations de type coach business. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est des formations généralistes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est pas mal si tu n'y connais rien en business. L'inconvénient, je trouve, c'est que souvent, les profils sont trop hétéroclites. T'es freelance et puis à côté de toi, tu vas avoir une créatrice de bijoux et peut-être un naturopathe. Et donc, vous risquez de ne pas avoir les mêmes contextes professionnels. À mon avis, c'est à réserver vraiment aux grands débutants qui n'ont pas d'expérience de gestion d'entreprise ou d'entrepreneuriat. Ensuite, tu as les formations pour freelance. Ça, c'est génial, généralement au début de ton aventure solopreneur, quand tu as encore une grosse partie de tes revenus qui viennent de la vente de ton expertise en freelance. Par exemple, si tu es copywriter, si tu es Chief Marketing Officer à temps partagé, ça t'aide à construire une offre, à gérer ton portefeuille de clients, à bien t'organiser. Mais après, souvent, c'est limité au plafond de verre, plus ou moins. Et donc, pour dépasser les 70, 80, 100 000 euros, ça commence à être compliqué en freelance. Autre idée, les formations sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est pour avoir une vue d'ensemble de la création d'entreprise. Je pense à Live Mentor, par exemple, qui fait ça sur se lancer dans l'entrepreneuriat ou acheter ou revendre une entreprise. Ça, c'est pas mal pour créer une entreprise classique. Mais je trouve que c'est pas assez spécialisé pour un solo business. Autre possibilité, les incubateurs de start-up. Donc, comme son nom l'indique, très bien si tu veux créer une start-up, mais pas top si tu veux créer un solo business, car plein d'outils et de méthodes qu'ils vont te proposer ne seront pas adaptés au solo business. Par exemple, tu n'as pas besoin de faire un business plan avec des levées de fonds si tu crées ton solo business ou de faire un business model Canva. Voilà. Autre possibilité, les bootcamps ou les formations en cohorte thématiques. Donc ça, c'est super pour bosser un sujet en particulier sur ton solo business. Par exemple, apprendre à prendre la parole sur LinkedIn, apprendre à faire des vidéos sur YouTube, etc. C'est super si tu arrives à trouver un sujet qui complète tes compétences, mais ça ne te fait pas travailler ton business model de façon holistique. Par exemple, tu peux toujours écrire sur LinkedIn et n'avoir aucun succès si ton offre est mauvaise ou n'est pas rentable ou si tu t'épuises en créant ta prestation de service. Autre possibilité de formation, le coaching individuel. Donc ça, c'est top parce que tu as l'accountability, c'est-à-dire la responsabilité d'avoir un coach régulier qui te suit, et le côté sur mesure aussi et intimiste. Ce que j'aime moins, c'est le manque d'apprentissage structuré. Tu vas pas suivre un parcours obligatoire avec des étapes et tu n'auras pas de méthode signature généralement. Donc, c'est bien si tu viens avec des bons problèmes, mais si tu trouves pas les bons problèmes ou les bonnes questions au moment de ta session de coaching, tu risques de moins apprendre que dans d'autres formations. Enfin, un dernier format qui est en vogue, c'est les masterminds. Alors, un mastermind, c'est quoi ? C'est tout simplement un réseau de pairs au même niveau que toi. Donc ça, l'inconvénient, c'est que déjà, c'est pareil, ça repose pas sur un apprentissage très structuré, mais plutôt sur le networking. Est-ce que tu vas oser aller à la rencontre des gens et oser leur poser des questions ? Si tu es un peu de nature réservée ou que tu n'habites pas dans la même ville, ça peut être un problème. Et aussi, l'autre inconvénient, c'est le prix, parce que c'est souvent des formats très coûteux, généralement au-delà de 5 chiffres, donc au-delà de 10 000 euros. Après, ça peut être bien si tu es un solopreneur très expérimenté et que tu es déjà passé par toutes les formations qu'on a vues précédemment pour te former. Si ça t'intéresse, j'ai écrit un très long article comparatif où je compare toutes les formations pour freelance et solopreneur et je t'aide à choisir la meilleure pour toi. D'ailleurs, moi, c'est grâce à cette étude que j'ai créé l'incubateur solopreneur parce que je voulais la même qualité pédagogique que les écoles de commerce et les incubateurs de start-up, mais appliquée à cette nouvelle forme d'entrepreneuriat qui est le solo business et qui a ses propres codes. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'incubateur solopreneur avec 3 formules. Salarié diversifié si tu es encore en CDI, pour
commencer à générer tes premiers euros. Freelance, si tu fais moins de 100 000 euros en freelance pour t'aider à te consolider. Et enfin, solopreneur, donc t'es freelance, tu fais plus de 100 000 euros, je vais t'aider à créer ton premier produit scalable. Et ça, c'est le bootcamp. Donc tu vois, avec ces 3 formules, tu as 3 niveaux de prix et 3 niveaux de formation vraiment adaptés à ton objectif. Bon alors, avec tout ce qu'on a vu, quelle est la meilleure formation faite pour toi? C'est simple, je vais te donner des critères comme ça pour t'aider à choisir. 1. Quel est ton niveau actuel? Est-ce que tu es débutant ou expérimenté? 2. Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu veux juste vivre de ton activité ou est-ce que tu vises une forte croissance et une forte scalabilité? 3. Quel est ton domaine d'activité? Parce qu'il existe des formations par thématique. Par exemple, dans les thématiques tech ou dans les thématiques marketing, il y a des formations de freelance qui sont adaptées à certains métiers. 4. Quel est ton budget? Parce qu'évidemment, les prix varient considérablement d'un format à un autre. Si tout est en ligne, en self-service, tu vas devoir être discipliné pour suivre, mais ça sera moins cher. Alors que si c'est tout en suivi individualisé, personnalisé, avec du coaching, avec le ou la créatrice de la formation, évidemment, ça sera plus cher car c'est plus de temps homme. 5. Quel est ton style d'apprentissage préféré? Est-ce que tu préfères une formation en groupe? Est-ce que tu préfères de l'individuel? Est-ce que tu es OK pour de l'apprentissage en autonomie? Et enfin, 6, quelle est la réputation du formateur? Regarde bien aussi le background du formateur, son succès en tant que solopreneur, mais aussi ses compétences en tant que formateur. Je sais que moi, ça m'a bien aidé d'avoir 13 ans de carrière en corporate et d'avoir été directrice de formation, d'avoir formé plus de 2000 personnes dans différents métiers et de savoir construire une formation convenable pour aider à transmettre mes compétences. Parce que c'est pas juste parce que tu as été un solopreneur à succès que tu peux aider les autres à faire de même. Il faut vraiment une technique derrière d'apprentissage. Alors ton défi aujourd'hui, c'est d'identifier 3 domaines dans lesquels tu aimerais vraiment booster tes compétences pour faire décoller ton solo business. Et ensuite, pour chacun de ces domaines, tu vas regarder les formations dont on a parlé aujourd'hui et regarder laquelle pourrait potentiellement le mieux correspondre à tes besoins. Et grâce à ça, tu vas pouvoir te construire ton plan de formation de solopreneur pour cette année ou pour les années à venir. Maintenant que je te laisse bien former, je te propose qu'on passe au prochain sujet. Quelle équipe type pour bien s'entourer en tant que solopreneur? C'est parti! Alors si cette vidéo t'a plu, si t'as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le soloprenariat. Si tu te sens parfois débordé en gérant tout ton solo business tout seul, cet épisode est fait pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'équipe type pour te soutenir en tant que solopreneur et t'aider à aller plus vite et plus loin. Alors tu te rappelles, on avait parlé au début du Solopreneur Summer de l'idée préconçue selon laquelle le solopreneur était tout seul dans son business et on avait déconstruit cette croyance. Solo ne veut pas dire solitaire. On peut tout à fait faire appel à des équipes de freelance ou d'experts extérieurs pour nous aider dans notre solo business. Le tout, c'est de rester le seul décisionnaire et le seul propriétaire de son business pour pas diluer son capital ou ses responsabilités, mais rien ne t'empêche de bien t'entourer. Le seul problème, c'est qu'avec toutes les compétences qu'on n'a pas, finalement, on pourrait vite être tenté de recruter la terre entière en freelance pour nous aider. On n'a pas un budget illimité non plus quand on se lance en solo, donc il faut choisir ses combats. Donc si je devais aujourd'hui parler à la Flavie d'il y a 4 ans qui se lançait dans le soloprenariat pour lui dire quelle équipe constituer, par quel poste commencer pour s'entourer, voilà l'équipe type que je lui conseillerais de recruter. Poste numéro 1, un ou une assistante virtuelle. Ça, c'est souvent le premier recrutement du solopreneur parce que c'est une personne qui va t'aider à gérer un peu ton back-office, ton administratif. Ça peut être la gestion de ton agenda, la gestion de tes emails, la gestion de tes réseaux sociaux, de différentes tâches administratives. Ça libère du temps précieux, du temps souvent en plus qu'on n'aime pas, sur lequel on a zéro plus-value. Et puis, c'est quelqu'un qui peut t'assister aussi dans ta vie perso. Par exemple, je sais pas moi, réserver le centre aéré pour les enfants ou t'aider à gérer tes impôts. Donc ça, je trouve que c'est un très bon premier investissement. En plus, c'est pas cher parce que tu peux décider d'un forfait avec la personne. C'est entre 40 et 50 euros de l'heure. Tu peux prendre 5 heures, 6 heures, 10 heures pour commencer. Donc c'est assez progressif. Deuxième recrutement que je ferai aujourd'hui, c'est un coach en intelligence artificielle. C'est-à-dire un expert qui fait du done with you, c'est-à-dire du consulting en IA pour t'aider à t'approprier ces nouveaux outils et à construire un workflow, un process de travail qui intègre les IA plutôt que toi d'y passer des heures et des heures à geeker tout seul dans ton coin. Et grâce aux automatisations et aux gains de productivité que tu vas faire avec l'IA, ça t'évitera de recruter des freelances à tour de bras, comme par exemple moi, quand j'ai remis un peu d'IA dans mon workflow de création de contenu, ça m'a évité de recruter 10 community managers pour inonder les réseaux sociaux. Troisième idée,
un vidéaste. On est là dans un studio, la vidéo c'est quand même assez complexe, à la fois le setup qui peut être coûteux, le montage très long. Je pense que moi j'ai aucune plus-value sur ce sujet, donc ça m'a énormément aidé de me faire accompagner par une équipe de vidéastes qui m'aident à monter et tourner mes vidéos. Surtout si tu es conférencier ou podcasteur, ça devient un must aujourd'hui d'avoir des vidéos. 4e idée, un graphiste ou un designer. Alors, moi, je trouve que l'image de marque est importante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde assez formel, assez perfectionniste. Donc, ce qui est bien, c'est de prendre assez en amont. Un bon graphiste peut t'aider à créer une cohérence visuelle globale, une image de marque, peut-être une couleur, un peu des caractéristiques qui vont te rendre mémorable. Moi, ça m'avait aidé de créer une identité visuelle autour du board pour faire connaître le podcast. 5e personne que je recruterai, surtout si tu as des produits digitaux ou un média, c'est un community builder. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va créer, construire et animer la communauté autour de toi. C'est pas un community manager, c'est pas juste répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux, c'est vraiment faire se rencontrer les gens entre eux, etc. Moi, j'en ai besoin dans l'incubateur solopreneur pour que ça soit une communauté agréable et qui vive. Et je trouve que c'est un nouveau métier qui va être intéressant pour beaucoup de solopreneurs. 6e idée, je recruterai un copywriter ou un ghostwriter ou en tout cas un rédacteur. Pas forcément tout le temps, mais peut-être ponctuellement pour me relire des pages de vente, m'améliorer des séquences email. Tu peux faire ça à la pige. Et ça améliore le niveau de tous les contenus écrits qui sont quand même omniprésents dans notre vie de solopreneur. Blog, newsletter, réseaux sociaux. Ça peut être un vrai plus en fait pour avoir un meilleur niveau, pour level up un petit peu ton niveau, même si tu continues toi derrière à écrire. Enfin, 7e idée, un coach ou un mentor. C'est pas vraiment ton équipe, mais disons que c'est quelqu'un qui va te pousser, t'entraîner à aller un peu plus loin, à challenger un petit peu tes visions business. Et je pense que c'est important d'avoir un mentor ou un coach qui nous aide, qui nous emmène dans son sillage quand on est solopreneur, parce que sinon on est son propre chef et on peut vite être limité par sa propre imagination ou par ses propres habitudes. Bon alors je te rassure, t'as pas besoin de recruter de cette équipe dès le début quand tu te lances en tant que solopreneur. Faut y aller mollo, faut y aller tranquille et progressivement. Moi ce que je te conseille c'est d'identifier tes besoins les plus urgents d'abord. Ensuite c'est de prendre aussi peut-être des heures de consulting type Better Call ou consulting Office Hour, puis d'augmenter progressivement la cadence et en tout cas de prendre du consulting ou du freelancing ponctuel plutôt que de prendre des gens à temps plein direct avec des budgets répétitifs de mois en mois. Enfin, n'oublie pas le minimalisme du solopreneur, parce que le but c'est pas de recruter la plus grosse équipe possible, parce que qui dit grosse équipe dit beaucoup de temps à manager. Ton but c'est pas d'avoir l'équipe la plus grosse, c'est d'avoir le solo business le plus performant avec la plus petite équipe possible pour garder du temps libre pour toi, pour tes loisirs et pour kiffer ta vie de solopreneur. Alors ton défi pour aujourd'hui, il est simple, c'est d'identifier 3 tâches quotidiennes qui te prennent trop de temps, qui te déplaisent ou qui te vident ta jauge d'énergie et identifier du coup quel type de personne pourrait réaliser ces tâches pour toi. Et donc tu auras ainsi ton plan de recrutement, ton plan de Dream Team à recruter pour t'aider en tant que solopreneur. Bon, et maintenant que tu as vu quel Dream Team recruter, on va ajouter un peu d'IA à tout ça, un peu d'intelligence artificielle pour t'aider à ne pas recruter non plus la terre entière et à garder sous contrôle ton budget et tes charges de solopreneur. C'est parti pour l'épisode où on va parler de 7 façons d'utiliser l'IA dans ton solo business. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.